Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque nous allons faire un podcast pour parler d'un podcast. Nous allons parler du podcast Purple Voice avec deux fondateurs de ce podcast, Raphaël Elouz. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Nabil Diab. Bonjour. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Jérôme 16. Bonjour. Alors Raphaël, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Raphaël Elouz. Je suis aujourd'hui directeur de Hermès Cyberdéfense. Donc, je gère les équipes de Blue Team et de Red Team chez Hermès. Et Nabil ? Moi, j'ai deux casquettes. Je dirige la filiale canadienne d'Acte Digital, Canada. Et aussi, je suis le responsable cyberdéfense du groupe Acte Digital. Très bien. Alors, au mois de mai, vous avez lancé un nouveau podcast francophone dédié à la cybersécurité qui s'appelle Purple Voice. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Pour donner vraiment l'histoire, moi, je vais faire plaisir à Hervé. Il y a quelques années, j'ai fait la Force 508 de nos copains de la Chance. Et c'est le premier truc qui m'a donné envie parce que pour réviser, parce qu'il faut réviser pour passer l'assertif, j'ai écouté les cours qui sont enregistrés, qui passent sous format enregistré dans le métro, dans les transports. Et en fait, je me suis dit que c'était une super façon de gagner ce temps-là, mais je suis pas anglophone de base. C'est des sujets extrêmement techniques, très avancés, et quand on est un peu fatigué à la fin de la journée et qu'on écoute des sujets très avancés, très techniques en anglais, en fait on a vite fait de perdre le fil et de lâcher, etc. Et je me suis dit que ça serait bien d'avoir un podcast français qui propose un format comme ça où on traite des sujets vraiment Blue Team, Red Team, opérationnels, techniques, et qui fournissent vraiment des idées actionnables, des choses qu'on peut vraiment mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. Et c'est un peu la genèse, la première idée. À côté de ça, je pense que comme beaucoup, moi j'ai commencé en 2014, mon premier poste après l'école en SOC. Et en fait, j'ai pas fait une école. À l'époque, il y avait pas des écoles comme on a aujourd'hui, spécialisées cyber, qui te donnent vraiment les bases, qui t'expliquent comment un malware ça fonctionne, etc. Et quand je suis arrivé dans le SOC, des choses aussi simples que, la persistance d'un malware, ça me paraissait inatteignable. Ça me paraissait en fait un concept tellement magique que je pouvais même pas faire l'effort. Pour expliquer la création du podcast, j'ai bien compris qu'on est revenu aux origines. À une époque où il n'y avait pas encore des formations francophones, il fallait aller en anglais, et il y avait des podcasts en anglais. Mais bon, fondamentalement, le pourquoi du podcast, c'est parce que No Limite Sécu, il ne parle jamais de Purple Team ? No Limite Sécu, il n'a pas le même rôle. Vous invitez des personnes extrêmement intéressantes qui ont proposé des choses très intéressantes et qui parlent de leur sujet. Là, l'objectif, c'était de fournir à la limite d'un cours pour les jeunes Blue Team, Red Team, ou pour fournir vraiment une approche plus structurée et construite sur vraiment le 360 de la partie Blue et Red Team. Là, c'est vraiment de se spécialiser sur ce sujet-là en particulier. Les détails opérationnels, on ne va pas vraiment sortir de là, on ne va pas parler de gouvernance, on va pas parler de... on peut en parler dans certains sujets, bien sûr, à la marge, mais voilà, on va vraiment se spécialiser là-dessus, sur la détection, la partie offensive, la prévention, donc vraiment le Blue et le Red. D'autres podcasts comme No Limite Sécu couvrent entre autres ce sujet, mais c'est un sujet parmi tant d'autres. Nous, on s'est décidé de se spécialiser dessus. Certes, on touche une plus petite audience, mais c'est quelque chose qui à notre goût manquait, en tout cas sur
dans le monde de la cybersécurité francophone en termes de podcast. Et d'ailleurs, voilà, l'idée venait un peu... Le nom Purple, c'est pas juste pour dire qu'on va parler du Purple, c'est pour dire qu'on va parler à la fois de la Red Team et de la Blue Team. Et justement, votre focus, il sera quoi? Il sera dans les interactions de la Red et de la Blue Team. Donc ça va être vraiment le Purple, le focus, ou vous allez quand même partir de manière très détaillée sur du Red ou du Blue, ce qui peut vous amener très loin en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on veut être assez large. Là, pour l'instant, on a proposé une première saison qui traite vraiment de 3 tactiques très importantes de la kill chain, les mouvements latéraux, l'élévation de privilèges et le vol de credential. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin et l'idée, c'est vraiment de traiter n'importe quel type de sujets qui sont Blue ou Red Team. Idéalement avec une approche 360, mais en fait on pourra aller, moi j'aimerais bien par exemple faire une série un peu différente où on présente toute la partie détection, comment tu fais de la détection, de la partie collecte, quel log tu vas collecter, comment tu fais ton parsing, comment tu fais tes règles de détection, les différents types de règles de détection, le weak signal, le purple team, l'apprentissage automatique, tout ça en fait vraiment construire et fournir un peu des billes aux jeunes en cyber, blue et red team. Et après ouais, excuse-moi. Vous envisagez de traiter chaque sujet selon le point de vue de chacun. Donc le même sujet dans la même émission sera traité d'un point de vue Red. Voilà ce qu'on déploie, voilà ce qu'on ne voit pas, voilà ce qu'on imagine, voilà ce qu'on craint. Et de l'autre côté, en même temps dans le même épisode, voilà ce que le Blue en ce moment peut voir, voilà ce que le Blue peut mettre comme canary, comment forcer le Red à devenir bruyant ou pas. Autour du même sujet, vous allez avoir des épisodes purement Red et purement Blue. Alors là, je vais parler pour la première saison. En tout cas, on a décidé de s'organiser. On va prendre un sujet. Par exemple, l'élévation de privilèges, c'est le premier sujet sur lequel on va détailler. Comment il est organisé? C'est en un premier épisode, on fait une introduction. C'est quoi en fait le mouvement latéral, un peu pour que tout le monde ait un peu les outils pour après embarquer sur les épisodes suivants. Le suivant, ça va être un épisode orienté offensif, uniquement offensif. Là, on a toujours au moins un invité parce que Raphaël et moi, on vient surtout de la Blue. On a touché à la Red, forcément. On a lu plein de rapports de Red Team. On a vu pas mal de pentests, etc. Même moi, j'ai passé l'OSCP il y a quelques années. Mais on a un invité, on va parler que de Red Team. Et là aussi, par exemple, à notre invité, on va lui poser toujours une question qui va toujours intéresser les Blue Teamers. C'est, OK, quand tu fais ta Red Team, qu'est-ce qui va t'empêcher d'avancer, qu'est-ce qui peut bloquer un peu ton évolution sur cette étape-là, donc sur les mouvements latéraux par exemple. Et là voilà, on va avoir des infos quand même, c'est un autre aspect aussi, c'est donner à l'adversaire, on va dire, lorsque le raid parle, va donner des tips sur la Blue, voilà moi ce qui m'empêcherait, voilà ce que je te propose de faire. Et derrière par exemple, on va avoir un 3e voire un 4e épisode qui eux vont être consacrés à la Blue. Donc voilà, c'est des épisodes distincts mais qui vont se suivre et tout est fait pour qu'on puisse répondre à l'un à l'autre. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a organisé ces concepts Red Blue. Chaque épisode sur le même sujet, c'est-à-dire que soit le sujet c'est la latéralisation, soit le sujet c'est l'évaluation de privilèges, et à chaque fois tu le vois sous l'angle de l'attaquant, de celui qui détecte et qui défend. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, ça sera forcément en fonction du contenu qu'on a à mettre. Par exemple, sur les élévations de privilèges, en défense, pour être honnête, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc sur le mouvement latéral, on a fait 2 épisodes parce qu'il y a énormément à dire entre la partie prévention et détection. Sur l'élévation de privilèges, on a tout mergé dans un épisode. Donc voilà, en fonction du contenu, mais globalement, c'est ça. Comment vous construisez vos épisodes? Est-ce que tout est scripté? Est-ce que tout est écrit? Et peut-être question subsidiaire, est-ce que la musique est générée par IA? Parce que sinon, félicitations à l'artiste. Alors, pas le générique de début. Le générique de début, c'est un truc libre de droit qu'on a pris. Par contre, oui, les trucs de fin, c'est Suno. Et j'aime bien. Et comme j'ai vu que ça plaisait, j'en ai fait maintenant pour chaque épisode. Et pour j'allais répondre à la deuxième question sur est-ce que c'est scripté, est-ce que c'est pas scripté. Il y a certains épisodes qui sont scriptés. Notamment les concepts. Il me semble que tous les concepts, on les a scriptés. On a essayé de les faire pas scriptés, etc. Mais ça paraissait moins fluide. Par contre, tout ce qui va être avec des intervenants, tous les épisodes qui vont aller derrière, les offensifs, défensifs, etc., on va avoir une sorte de trame avec des questions un peu qui sont préfaites, qu'on va partager à nos invités. Et après, ça va être beaucoup de réactions à chaud, etc., en fonction de ce qui va se passer, quoi.
Et du coup, ça vous prend combien de temps? Est-ce que vous faites plusieurs passes? Est-ce qu'il y a une phase de montage? Enfin, je veux dire, est-ce que vous faites ça sur votre temps libre? On peut... Ouais, on fait ça sur notre temps libre et on a appris en marchant. Au début, je t'avoue que ça a pris beaucoup de temps. Le premier épisode, par exemple, le premier épisode qu'on a sorti, le concept des lateral movements, c'est le dernier qu'on a tourné parce que le premier était complètement nul. On n'était pas à l'aise, c'était pas naturel, c'était donc vraiment on s'est pris quelques murs, on va dire, et on a appris à faire. Mais oui, ça nous prend un peu de temps. Il y a un peu de montage quand même. C'est moi qui fais le montage sur Audacity. J'ai mon petit frère qui refait une passe, qui est dans le son et qui refait une passe pour avoir des belles voix, mais sinon c'est tout. Et voilà. Mais ça prend un peu de temps. On script sur les premiers et ça demande un peu de travail. Et donc c'est pour ça que dans notre modèle, on a voulu sortir une saison. On a préparé tous les épisodes jusqu'à maintenant. Et on va continuer à les sortir jusqu'à mi-août, je pense. Donc on en a 11. Et en fait, on s'engage pas sur le futur. C'est Véronique. On n'a pas parlé de Véronique, mais Véronique Loquet, qui nous a conseillé, qui a été de très bons conseils sur le podcast, qui nous a beaucoup aidé. Et elle nous a conseillé de ne pas trop s'engager à faire comme vous des épisodes toutes les semaines parce que moi j'ai des enfants en bas âge, on a des travails très prenants, sûrement comme vous, mais du coup c'était trop ambitieux, et surtout pour le temps qu'on met à sortir entre le moment où on enregistre et le moment où on sort un podcast. Pour l'instant, nous on met beaucoup de temps, donc on voulait pas se mettre trop d'ambition. Alors je parlais avec Marc Frédéric il y a 1 ou 2 semaines à l'Intercert, et je suis extrêmement impressionné par sa capacité à enchaîner un épisode tous les jours depuis 325 épisodes là. Ça doit être 335 là. Ouais, respect. Impressionnant. Et un peu d'espoir aussi pour la suite. Effectivement, c'est pas si simple que ça d'enregistrer un podcast, que ce soit au niveau de la technique, du montage, aussi d'être à l'aise pour parler pendant un podcast, le fait de prendre une décision de scripter. Mais derrière, on a quand même de l'espoir. On a mis, je pense, plus de 6 mois avant d'avoir un premier épisode correct. Et derrière, en fait, on était presque démotivé pour enregistrer la suite parce qu'on avait des ambitions d'enregistrer toute une saison. Et en fait, on a commencé à se roder, et je pense que les 10 suivants, on a mis peut-être 4 mois à tous les enregistrer, et encore, il y avait des vacances entre deux, etc. Bref, sans trop se forcer, on a été beaucoup plus rapide, donc on a de l'espoir pour les futures saisons, qu'on sera beaucoup plus performant pour pouvoir les enregistrer plus rapidement. Et votre valeur ajoutée, c'est quoi entre vous écoutez vous et écouter un podcast Red pointu et un podcast Blue pointu? C'est qu'on essaie de traiter le même sujet avec une vision 360. Donc on va vraiment suivre en fait le fil. On va expliquer d'une manière globale, on va expliquer les techniques des attaquants, et ensuite on va expliquer comment s'en défendre. Et donc vraiment, après oui, tu peux trouver le même sujet, mais ça sera jamais traité vraiment avec le même angle. Là, on essaie de tourner un peu autour du sujet et de fournir un peu une vision avec 360. les points de vue différents en tout cas. Ouais. Moi, c'est ce que je trouve super intéressant dans le concept, c'est ça en fait, c'est d'avoir le même objet et de le voir alternativement du côté Blue et du côté Red, et voir comment chacun, quel est son point de vue en fait. Et c'est vachement important et intéressant. On parlait rapidement de la Purple Team, mais en fait, moi je pense que c'est vraiment le plus beau move qu'on fait dans une équipe Blue et une équipe Red, en fait, dans une boîte, c'est de mettre une équipe Blue et Red très proches et de les faire travailler ensemble, parce qu'en fait, ça crée énormément de valeur, et on se rend compte que les équipes Blue, elles ont une vision assez théorique de la Red et vice versa. Les équipes Blue, elles connaissent des notions très protocolaires, très techniques, très outils sur comment la Red va réaliser telle ou telle partie de l'attaque, mais va pas avoir le mindset de comment lui il réfléchit et comment il va enchaîner les différents moves, quoi. Et vice versa, quand on parle avec des gars du pentest ou de la Red Team, ils ont une vision des fois assez biaisée de ce qu'on est capable de détecter ou pas.
Et c'est vachement intéressant. Un sujet, un exemple qui est très intéressant, c'est les schedule tasks. Quand tu demandes à un pen tester ou un red teamer, il dit mais comment tu détectes pas une schedule task? T'as des logs, c'est évident, une schedule task, c'est une persistance. Et en fait, regarde dans un environnement de 10-20 000 endpoints, t'as littéralement des milliers de schedule tasks tous les jours. Même si tu fais une unicité, t'en as encore des centaines, et même en ayant une vraiment unicité où tu fais de l'apprentissage intelligent, etc., t'en as encore 150. Et tu peux pas donner 150 alertes juste pour le concept de schedule task à tes analystes tous les jours. D'où le weak signal, etc. Mais c'est des choses où c'est vachement intéressant d'avoir la vision de l'autre pour s'améliorer dans son boulot, quoi. Et ça, l'IA, elle peut pas aider? Moi, l'IA en détection, alors j'ai jamais vu une solution. En fait, le LLM, ça peut être vachement utile pour apporter du contexte, des explications, des enrichissements, etc. L'IA en détection, j'ai pas encore vu quelque chose de très très efficace, sauf des modèles au final très simples de baselining, quoi. Et vraiment du baselining qui fait juste gagner du temps. Il y a quand même des SOC privés qui ont fait x2 sur leur marge grâce à ça. Donc, mais en remplaçant des analystes juniors, vraiment le tout en bas de la chaîne. Il y a toute une partie entrée de gamme, ça fait gagner un temps fou. Sur quelle partie concrètement? Parce que moi j'ai pas vu sur la partie détection pure. La partie capacité à fournir un haut taux de vrais positifs et tout en générant un faible taux de faux négatifs, j'ai pas encore vu une solution magique qui est plus efficace qu'une simple baseline. Nous, on fait de l'apprentissage de mon côté, mais on les a pas encore invités à nos limites sécu, donc je dirais en off. Mais en tout cas, moi, je suis très très preneur et je suis pas du tout. Je dis juste que j'ai pas encore trouvé, et on a challengé pas mal de solutions. J'ai pas encore trouvé une solution qui avait vraiment des modèles vraiment avancés, qui avaient vraiment un haut taux de détection. Mais j'ai pas la vision complète. Je sais pas, Nicolas, t'en penses quoi? J'ai pas mes éléments de langage avec moi, désolé. Le kit de communication. Est-ce que vous avez un exemple de sujet où vraiment le Purple prend toute sa valeur, en fait, trouve toute sa valeur? Un exemple où sur un sujet, le Red tout seul était incomplet, le Blue tout seul n'avait pas compris, et que quand vous les mettez ensemble, il se passe vraiment un truc, que la somme des deux est supérieure finalement. Moi, je pense que le mouvement latéral, le premier sujet, c'est déjà un bon sujet par rapport à ça. Moi, ce que j'ai en vision sur la partie Purple Team, mais c'est plus la mise en place d'une équipe de Purple Team et d'exercices de Purple Team, ce qui est extrêmement efficace, c'est que souvent les SOC ils s'appuient sur des blogs, sur des choses un peu théoriques pour dire en fait on veut détecter les mouvements latéraux, donc on va faire un test comme ça, on va essayer un tool par-ci et on va regarder si mon EDR détecte ou si ma règle SIEM détecte. Ok, mais en fait tu peux détecter une technique de mouvement latéral, t'en as littéralement 800 avec des tools différents, etc., etc. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est de prendre ton bâton de pèlerin et de prendre une partie offensive et de dire ok, je veux tester. Alors tu seras jamais exhaustif, hein, mais vraiment la majorité des gros tools, des grosses techniques, des grosses des types de mouvements latéraux, et de les dérouler un par un et de regarder est-ce que j'ai de la prévention chez moi, donc c'est pas possible, est-ce que je détecte, est-ce que mon SIEM détecte, est-ce que mon EDR bloque par défaut, est-ce que mon EDR me génère des logs sans détecter. Tu vois, par exemple, typiquement il y a énormément de choses en attaque qui sont extrêmement proches des actions légitimes des administrateurs. Quand tu parles RDP, mais même WMI, PowerShell Remoting, etc., c'est des activités qu'on retrouve dans toutes les grosses boîtes. Et qui sont utilisées pour déployer des ransomware, enfin les chiffreurs, mais pas que. Exactement. Et du coup, la plupart des EDR ne détectent pas et ne bloquent pas ça par défaut parce qu'ils empêcheraient les boîtes de fonctionner. Et donc c'est là où c'est très très intéressant, toi, d'arriver avec ta vision de ton environnement que tu maîtrises, de lancer ce type d'attaque, de voir ce que tu détectes ou pas, ce que génère comme log et comme événement tes EDR, tes solutions, etc. et de mettre en place
tes règles de détection, tunées et adaptées à ton environnement pour fournir une détection qui est efficace chez toi, qui fait pas trop de faux positifs et pas trop de faux négatifs chez toi, dans ton environnement. Et c'est là où en fait tu vas commencer à maîtriser opérationnellement, concrètement ta sécurité et plus être sur de la théorie de te dire j'ai un super EDR ou j'ai un super SIEM avec 2000 règles, il détecte tout. Et comment ça marche? Alors j'ai une vision peut-être très naïve du Purple, j'espère que c'est plus fin que ça, mais comment ça marche? Quand tu crées vraiment une Purple Team, tu vas avoir des pentesters, des raids qui va sans cesse itérer sur tenter des trucs, les bleus qui regardent, et ensuite les deux qui discutent en disant bah tiens ça je l'ai pas vu alors que j'ai fait ça, bah ça nous on vous a vu faire ça. C'est comme ça que ça marche? C'est un peu ça. Alors idéalement, moi mon profil qui lead ma Purple Team, c'est un profil qui a à la fois des compétences Blue et Red. Donc ça permet d'avoir un peu les deux casquettes. Après, sur la partie full offensif, en fonction de... on va soit s'appuyer sur nos équipes de pentest internes ou sur des équipes externes, des partenaires comme Synactive qui vont venir nous dérouler plein de tests. Et en fait, dans le type de test, on peut avoir plusieurs approches du Purple Team. On peut avoir une approche un peu comme un Red Team de bout en bout, où on va faire toute son attaque petit à petit. Et là, effectivement, le truc qui est super important, c'est que la partie Red, les personnes qui font les actions offensives, doivent noter chaque activité. Donc il y a un tool qui s'appelle comment il s'appelle, Vector.io, qui est vraiment fait pour ça. Alors c'est ni plus ni moins qu'une base de données où tu vas mettre chaque test, tu vas dire bah, j'ai fait ce test sur cette machine, depuis cette machine vers cette machine, j'ai lancé telle command line, je peux attacher mon binaire, etc. Et il va enregistrer, donc la partie offensive va enregistrer petit à petit tous ces tests, et ensuite c'est un peu désynchronisé la partie Blue, parce que c'est souvent elle qui prend beaucoup plus de temps, parce que lancer un test d'attaque, ça dure 30 secondes. Quand tu la détectes pas, aller chercher dans tes milliards de logs pour trouver le bon pattern de détection, bah ça peut potentiellement durer 3 heures, quoi. Donc c'est un peu désynchronisé. Donc la Red va lancer tous ses tests un à un, et ensuite la partie Blue va reprendre ses tests et dire ok bah je vais voir à cette heure-là si j'ai une alerte de tel type, est-ce qu'elle est assez claire, est-ce que j'ai juste des logs, est-ce que voilà, et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça pour améliorer ma détection, ou est-ce que ma détection est parfaite. Et donc la Red, ce que j'ai pas dit, c'est que lui il peut dire si l'attaque n'a pas fonctionné, si tu bloques si tu bloques tout le SMB dans ton environnement et qui fait du NetExec via SMB, bah il va être bloqué et il y aura pas de sujet. Et tu seras très content de le savoir. Donc il y a une approche en fait où tu vas dérouler toute une Red Team de bout en bout pour avoir une première vue un peu globale, et il y a une autre approche où justement tu vas te focus sur le mouvement latéral, et je veux aller très loin dans toutes les techniques de mouvement latéral, toutes les techniques de bypass EDR, etc. Et tu vas pouvoir dérouler plein de techniques pour essayer de maîtriser le plus exhaustivement possible. Tu seras jamais exhaustif, hein. Il y a 12 tools qui sortent par jour, mais d'avoir une vision un peu exhaustive de ce que tes solutions et ton environnement est capable de détecter ou pas à l'heure actuelle. C'est presque le concept du test unitaire appliqué au RAID, avec les vérifications derrière de la sortie attendue appliquée par les bleus, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Et pour ajouter aussi une petite chose sur la partie Blue, donc l'objectif c'est derrière identifier où est-ce qu'on a des lacunes, et derrière on va mettre en place donc des nouvelles mesures de prévention, de détection. Donc ça va être surtout de la customisation sur les outils qui sont déjà existants, en mettant en place ces nouvelles règles, ou alors même rajouter parfois les logs qui nous manquent dans notre SIEM par exemple. Parfois on peut juste même pas voir ce que fait l'attaquant parce qu'on n'a même pas les bons logs. Et enfin le dernier point que ça peut se servir, donc il y a prévention, détection, et le troisième point c'est le test de nouveaux outils. En fait ça permet aussi par exemple, si on a une vision assez claire sur ce qu'on est capable de détecter et de prévenir, quand on arrive sur les marchés des outils, on va au FIC par exemple, on va avoir des centaines d'éditeurs qui vont vendre de tout et n'importe quoi. Je sais pas pour cracher sur les éditeurs, ils sont tous très bien ces outils, mais est-ce que ça va me protéger vraiment de quelque chose, que ça va aider
à détecter des nouvelles choses que je ne détecte pas encore. Et pas juste un discours commercial qui va vous dire ça va réduire de 100% tes menaces sur le réseau ou je ne sais quoi. Là, en fait, ça nous permet d'arriver, ok, on branche l'outil, on lance les tests qu'on ne détecte pas aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'on détecte et qu'on bloque, c'est pas si important que ça de les revoir, à part peut-être s'assurer un peu mieux de notre qualité de détection, mais ok, on va lancer ça, et en fait, si ça couvre pas on va dire les tests qui étaient déjà couverts, l'outil sert pas tant que ça au final. Donc il y a aussi ce cas d'usage qui est assez intéressant dans le Purple, c'est qu'on a une bonne visibilité sur qu'est-ce qu'on couvre, qu'est-ce qu'on couvre pas, et quelle est l'évolution de la stratégie de détection qu'on doit mettre en place, que ce soit en customisation des outils en place ou l'ajout de nouveaux outils. Ouais, c'est vraiment ça, quand on maîtrise sa stratégie, enfin son niveau de maturité, on peut avoir une stratégie qui est vraiment efficace pour améliorer justement ces gaps. Alors justement, on parle de niveau de maturité, on sait qu'en sécurité, il y a des tonnes de trucs qui sont super efficaces, qui sont géniaux, mais uniquement si on a le bon niveau de maturité pour en profiter, pour en tirer profit. Et ça, l'approche Purple, vous le placeriez où dans la pyramide de Maslow de la cybersécurité des entreprises ? La réalité, c'est que c'est quelque chose qui arrive quand tu as quand même des équipes conséquentes en interne. Il n'y a pas de secret, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et donc ça a un coût. Donc il faut déjà avoir quand même un SOC qui est quand même assez mature, il faut avoir des équipes potentiellement offensives en interne pour arriver à ça. Idéalement, les MSSP le feraient eux-mêmes. Il y en a qui ont essayé et qui étaient pas très satisfaits du résultat parce que ils se sont rendus compte que ils rataient plein de choses et que en fait s'ils mettaient tout en détection ils généraient beaucoup de faux positifs. Moi on avait fait un épisode sur le weak signal. Pour moi en fait t'as les trois gros piliers de la détection pour avoir une détection vraiment mature et efficace. C'est le Purple Team, le weak signal et l'apprentissage automatique. Et le Purple Team et le weak signal et l'apprentissage automatique sont permis par le weak signal, qui fait que le weak signal te permet d'avoir plein de règles qui font beaucoup de faux positifs sans que ça floute tes analystes. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à faire plein d'apprentissages sans te dire, à chaque fois que j'ai un nouveau process dans mon environnement, j'analyse, je donne ça à mon analyste pour faire une invest. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, dans un modèle de weak signal, tu peux le mettre. Et pareil, le Purple Team te montre des dizaines et des dizaines de règles qui peuvent être super intéressantes, mais t'en as 90 que tu veux pas mettre en alerte pure, qui te crée trop de faux positifs. Et donc, encore une fois, le weak signal va te permettre de mettre ça en place. Et donc, pour moi, c'est vraiment les trois trucs qui vont ensemble. Dans vos épisodes, les intervenants, est-ce qu'ils citent les logiciels qu'ils utilisent, ou par exemple le SIEM ou l'EDR qu'ils utilisent, ou vous faites attention à jamais citer les produits ? Alors, ça dépend. Par exemple, sur la partie offensive, on va explicitement citer les outils, et c'est souvent des outils open source. Donc là, il n'y a pas de problème. Oui, c'est facile. Ouais. Et sur la partie défensive, effectivement, on va parler de SIEM, on va parler d'EDR, etc., mais sans parler d'un EDR en particulier. Alors, on part du postulat qu'un EDR doit pouvoir être capable de faire une détection basée sur des éléments du process tree. Par exemple, voilà, le parent process c'est ça, la command line du process c'est ça, etc. On part du postulat qui sait faire tout ça, et voilà, mets ça dans ton EDR. On cite pas des noms d'EDR, on va pas dire utilise la règle de détection de l'EDR qui fait ça. C'est vraiment pour parler un peu de customisation. Vous parlez pas de souveraineté non plus alors. Non, c'est pas on couvre pas ce sujet, en tout cas pas sur les épisodes, il y en avait pas besoin. Là, on parle surtout de... Après, entre EDR ou entre SIEM, il y a quand même des choses plus ou moins faisables et possibles. Enfin, il y a quand même des différences de fonctionnalité. Oui. Ou de nécessité de maturité ou de possibilité de certaines choses. De différents, ouais. C'est vrai. Non, mais si tu prends les 4 leaders du marché des EDR qui aujourd'hui ont tous une approche XDR et donc se migrent vers un peu un data lake / SIEM, tous, hein. En fait, du coup, tu as toute ta télémétrie qui est accessible comme dans un SIEM, sur lequel tu peux faire des requêtes statistiques, et à partir de ce moment-là, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Mais de toute façon, ça, on le cite dans les épisodes défensifs. On dit, voilà, soit tu vas chercher le Windows Event Log qui est celui-ci. En fait, même avec
un Sysmon, on va pouvoir aller le monitorer, ce Windows Event Log. Et voilà, on cite même pas spécialement de SIEM, je sais plus si on cite ça. Et parfois, quand on parle de l'EDR, on dit ça, tu pourras le faire dans l'EDR. Si t'as pas d'EDR, ça va être un peu plus compliqué. Mais donc là, peut-être le sujet, c'est de réfléchir à investir dans un EDR. Mais voilà, sans citer de produits en particulier, en général, on arrive à donner les outils qu'il faut, quoi. Et dans votre podcast, vous faites juste la partie Blue Red et vous ne traitez pas l'après, quand l'incident est arrivé, la gestion de crise, les interventions des CSIRT ou même l'investigation numérique. Alors, en fait, dans les équipes, pour être honnête, c'est pas notre plus grosse spécialité. On va être moins compétent que Jérôme pour faire des réponses et gérer des crises, parce que nous, notre objectif, c'est qu'il n'y en ait jamais dans nos environnements. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, on croise les doigts. Mais en fait, c'est un boulot très différent du DEFIR, où toi tu vas juste sauter d'un incident à l'autre, et donc tu as beaucoup plus d'entraînement, d'expérience sur des crises majeures. Nous, dans les grosses boîtes, quand tu as un niveau de maturité suffisant, t'as pas des crises majeures toutes les... il faut jamais dire jamais, donc je touche du bois et je reste très humble, mais c'est l'objectif. Mais surtout, c'est pas vraiment couvert par Purple Voice, en tout cas pas en ce moment. C'est pas notre focus. Peut-être qu'on en parlera si on va sur un sujet comme l'impact. En gros, si je prends la colonne de technique du Mitre Attack sur l'impact, qui parle de là on a du defacement, on a du chiffrement de données, etc. Là je pense que sur la défense, il faudra parler un peu de la phase de remédiation, de réponse à incident. Mais là on n'en a pas eu besoin, en tout cas sur les étapes qu'on a citées. Et aujourd'hui, comment est-ce que les auditeurs No Limit Sécu peuvent vous aider ? Si je comprends bien, vous avez déjà tout préenregistré, donc vous ne cherchez pas forcément des intervenants, vous cherchez juste des auditeurs ou du feedback, je ne sais pas. Alors non, là pour l'instant on a enregistré la première saison. La première saison, du coup, elle traite des 3 sujets dont on a parlé. Par contre, on se laisse beaucoup de liberté sur les next steps, et on veut et on souhaite des intervenants. Et donc toutes les personnes qui ont des sujets intéressants, donc le sujet est super large. T'as un sujet intéressant, technique, opérationnel et actionnable, qui peut vraiment donner des conseils pratiques qui peuvent être mis en pratique dans son environnement, dans son métier Blue ou Red de tous les jours. Tu peux nous contacter et faire un épisode dédié. Donc on est très très ouvert sur les sujets qu'on peut traiter. Il y a Synactive d'ailleurs qui nous ont contactés et qui sont assez intéressés et qui ont eux énormément de sujets extrêmement intéressants à partager. Donc a priori on va faire quelques épisodes avec eux, mais on est très ouvert pour le coup. Donc oui, appel à tous les auditeurs, si vous êtes intéressés, ça sera avec grand plaisir qu'on vous recevra dans Purple Voice. Et aussi pour le deuxième point, on est aussi à la recherche de retour, de feedback sur ce qu'on a produit sur la première saison. Donc on est clairement preneur, ce qui nous permettra d'ailleurs de créer la seconde saison. On ne s'est pas encore décidé si on restera sur le même format ou pas. Pour l'instant, les quelques retours qu'on a eu sont assez positifs jusque-là. Mais voilà, on reste encore très ouvert, et donc les retours sont très appréciés pour justement nous permettre d'avancer vers ce que vraiment les auditeurs souhaitent avoir. Très bien, parce que les auditeurs No Limit Sécu adorent donner leur avis, donc vous aurez très certainement du feedback. On aime tous donner notre avis. Top. Et nous lisons tous les avis de tous les auditeurs. Merci. Donc, on va pas rester là-dessus. Est-ce que vous voulez conclure, apporter le mot de la fin ? Moi, j'ai pas de mot de la fin, du coup, on vient de le dire. Non, mais vous avez pris votre pied en faisant ce podcast. Ouais, c'est génial. Voilà, c'est génial, ça, c'est un bon mot de la fin. On n'était pas du tout sûr que ça plaise à une personne, donc a priori ça plaît à un peu plus qu'une personne, donc on est très content et très satisfait. Raphaël, Nabil, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.